L'année passée, je suis passé là et j'avais parlé des quartiers informels. Vous voyez, les quartiers. Salut, Je les cite. quartiers, voilà, en mutation, on va dire. Les quartiers en briques rouges à Douma et tout ça. Bon, c'était une réflexion qu'on avait menée, ça fait quelques années. Et puis il y avait, aujourd'hui, il y a aussi toute la partie grands ensembles qu'on construit un peu partout aujourd'hui. Ça, c'est une autre problématique qui est différente, mais moi, c'est une problématique qui me répulsait depuis très longtemps et où je ne voyais pas vraiment de solution. Donc, je profite chaque année, donc je fais un break avec des jeunes architectes en conclave et puis on essaie de réfléchir sur des solutions éventuellement, ou bien sur des réflexions à apporter. Et donc, je viens aujourd'hui vous partager avec vous justement comment faire face dans l'avenir, parce que la question va se poser tôt ou tard. Elle se pose déjà, au fait, mais bon, c'est-à-dire que personne n'y réfléchit encore parce que tout le monde est tétanisé, au fait. Quand vous allez dans des villes nouvelles comme, je sais pas moi, Sidi Abdallah ou Drarish ou Ali Menjli à Constantine, ou bien des grandes cités comme ça, des nouveaux pôles d'habitat de masse, on reste un peu quand même face à l'ampleur et l'ampleur saisissante un peu de ces opérations de logement. Le positif, c'est qu'il y a une population qui est bien entendu relogée dans des conditions qui peut-être n'étaient pas bonnes, dans des bidonvilles, etc., qui passent à des appartements, généralement des F3 de 67 mètres carrés. Bon, c'est un format, parfois des F4 aussi, donc des 3 pièces, cuisine, etc., avec salon. Et donc, je vais essayer avec vous de développer une réflexion. Je n'ai pas de certitude. Je veux dire, tout est objet à débat et c'est ça l'objectif. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre retour, pour qu'on puisse continuer la réflexion. À défaut d'urbanisme et de planification urbaine, parce qu'on n'a pas encore connu l'an 1, à mon avis, on est très loin de cela aujourd'hui encore en Algérie. Donc on a des textes de loi qui datent de 1990, donc la 90-29, les lois sur le foncier aussi. Des textes de loi où on nous a promis qu'il devait y avoir une refonte, donc on attend toujours depuis 2020, depuis le Covid pratiquement, donc il y a une réflexion qui est menée, mais on ne voit pas le bout du tunnel. On ne sait pas encore faire ville. Tout à l'heure, Nicolas parlait de ça. On implante les bâtiments malheureusement aujourd'hui, par des PV de choix de terrain. On sort et on essaie de trouver des terrains où on implante des quantités de logements. Et donc, la planification est en retard. Les plans d'occupation de sol n'ont pas de prise, malheureusement, encore sur la réalité. Et bon, voilà, donc on avance comme ça. Donc on voit qu'il y a de l'isolement urbain, donc des cités recluses, sans mixité sociale et fonctionnelle. Donc on juxtapose un peu les ADL, les LPP, les promotionnels libres, le LSP, etc., etc. Donc c'est des formules qui sont là. Les infrastructures sont minimales, donc vous avez le bureau de poste, la fameuse supérette, l'école primaire, peut-être une école, un collège, une mosquée bien entendu, et des terrains de jeu, souvent des terrains vagues. Pas d'espace dédié à la vie sociale et culturelle, donc c'est vraiment l'isolement. Après, il y a l'absence du tissu économique, c'est-à-dire que les gens sont déracinés des centres-villes ou des lieux où il y avait des bidonvilles pour les mettre un peu en périphérie ou dans des endroits comme Haoucharrih ou je sais pas. Donc, les gens, voilà, donc il faut de la mobilité. Donc
le tissu économique est inexistant, donc les gens doivent se déplacer pour aller travailler, et ça cause aussi des problèmes. Localement, donc il n'y a pas d'opportunité d'emploi. Et bien sûr, le transport qui soit faible, soit inexistant, ce qui accentue l'enclavement. Les conséquences, vous les connaissez. La malvie, les fléaux sociaux, la fracture sociale et économique, la qualité de la construction, ça se répercute, parce que bon, c'est des logements sociaux, malheureusement, qui sont réalisés. Souvent, les gens, avant qu'ils l'habitent, ils doivent refaire encore des travaux, et parfois c'est très coûteux, et ça pèse sur les budgets des familles. Et bien sûr, on amplifie les inégalités urbaines. Comment transformer donc ces cités dortoirs en véritable lieu de vie, c'est un peu le titre un peu de ma communication. Alors, bonne nouvelle, nous avons un ministère de l'environnement et de la qualité de vie. Pour ceux qui ne savent pas. Je vois. Voilà. Et une ministre mignonne, jolie, comme tout, Madame Nadjiba Djilali. Et donc, comme quoi, on se pose aussi des questions en haut. Donc on sait qu'il y a des choses à régler encore. Donc je trouve que l'initiative est très bonne, franchement. Après, on ne sait pas exactement, on n'a pas encore vu en pratique, c'est quoi le projet de ce ministère, c'est quoi cette qualité de vie qu'on cherche. Bon, en tout cas, ça existe, il y a l'intitulé sur le fronton du ministère. L'initiative, disons qu'elle est là, elle est à encourager, donc peut-être qu'il faut qu'on se mette tous ensemble et on va lui dire que vous êtes une ministre importante. Au Qatar, je crois qu'ils ont un truc comme ça qui ressemble au ministère du bonheur ou un truc. Voilà, je crois que ça existe en tout cas. Donc c'est une bonne chose. Donc dans ces cités, il faut insuffler bien sûr de l'urbanité, agir sur plusieurs axes, oui. Et malheureusement, bon, les réponses, on les a, dans le milieu universitaire, entre experts, on va dire, on discute entre nous. Et ce qui revient, c'est bien sûr créer des espaces publics attractifs, favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, dynamiser le tissu économique local. C'est des concepts intéressants. Améliorer la mobilité, encourager la participation citoyenne. C'est des choses qu'on dit entre nous. Bon. Mais créer des espaces publics attractifs, pour moi, tel que je vois la chose, c'est pour ça que je bug. C'est une vision encore utopique face à l'informalité régnante. L'informel, il est partout. Et ça devient très difficile de se projeter sur des transformations de ce type au vu de la complexité des choses et de l'absence d'instruments et de dispositifs justement pour agir sur ces cités. Aujourd'hui, par exemple, Sidi Abdallah, je sais qu'il y a une étude. Bon, la ville n'est pas encore constituée entièrement, c'est-à-dire qu'on continue à construire. Et ça a commencé en 2014. Aujourd'hui, on est en 2025. Ça construit toujours. Et il y a une étude qui a été lancée, ça fait une année, une étude d'amélioration urbaine. Comme quoi, oui. On n'a pas encore fini, mais on a vu qu'il y avait des choses encore qui manquent. Donc les parcs, les promenades, les espaces publics supposés encourager la vie sociale se transforment souvent en espaces délaissés, pas de gestion, pas d'entretien et très peu d'appropriation des habitants. Les citoyens privilégient surtout les espaces informels, les terrasses de café, les trottoirs, ou bien même leur propre balcon pour prendre l'air, car les lieux répondent peut-être plus à leurs besoins immédiats. Il y a une chose aussi positive, c'est que les habitants de ces cités, enfin en général l'Algérien est très résilient dans le sens où on lui permet de faire plein de choses qui sont normalement interdites, mais on prend cette liberté, nous on la prend comme ça, donc on fait ce qu'on veut en fait, et on essaie de s'adapter au contexte, donc c'est des adaptations non planifiées qui échappent à tout contrôle urbanistique. Ça, les urbanistes, non, voilà. Quelques photos un peu pour voir un peu
comment les gens s'approprient les espaces. Bien sûr qu'il y a des logiques de prédation, qu'on occupe comme on peut les choses. Donc quand il y a un arbre, on se met autour, vous voyez les retraités, ou pendant l'Aïd, la fête de l'Aïd, ça devient des abattoirs à ciel ouvert. Et voilà, on essaye aussi parfois de sécuriser nos espaces intérieurs. Bon, les rez-de-chaussée, quand ils sont occupés par des logements, il y a un problème d'intimité, des choses comme ça. Les enfants, les jeunes se débrouillent comme ils peuvent. Donc voilà. Deuxième point, c'était favoriser la mixité fonctionnelle, mais sans ancrage social réel. Je sais pas, on manque de sociologues de terrain. C'est-à-dire que moi, je suis pas sociologue, même si je fais ce type d'analyse, c'est pas mon travail. Normalement, c'est pas mon travail. Je suis architecte, je suis urbaniste. Bon, j'essaye de comprendre. Mais à mon avis, il faut donner peut-être plus la latitude à des gens du métier d'être plus impliqués et nous orienter, en fait. Parce que c'est l'informel qui est partout. Comment on peut gérer ça ? Intégrer des commerces ou des équipements culturels, bien sûr, nous semble logique, mais ces infrastructures ne répondent pas à la nature des usages locaux. La société algérienne, marquée par des décennies de survie économique, privilégie l'informalité. Donc marché spontané, ateliers dans des garages, activités économiques dans les logements eux-mêmes. Les centres de quartier planifiés comme les bibliothèques ou les maisons de jeunes, on voit ce que ça donne. Donc ils sont désertés. Peut-être qu'ils ne correspondent pas aux aspirations aussi réelles des habitants. Donc même si on fait un effort, même si l'État fait un effort peut-être, parfois ça ne donne rien. Dynamiser le tissu économique local, l'économie elle est informelle. Comment on peut faire face à ça ? Donc bien sûr on parle de soutien par exemple aux PME qui s'installent, aux start-up. C'est vrai que c'est des concepts intéressants, mais pour le moment éloignés de la réalité locale. L'économie est informelle, elle repose sur des circuits parallèles, des petits commerçants, des artisans. Ils n'ont pas besoin de soutien institutionnel, ils se débrouillent tout seuls. Donc ils ont besoin plutôt de tolérance réglementaire qui est aujourd'hui là. Les espaces vacants sont rapidement occupés par des initiatives spontanées, souvent illégales, mais efficaces. Et ça échappe au cadre proposé. Améliorer la mobilité, une utopie dans un contexte de transport chaotique. Mais ça a été institutionnalisé. Les bus, les minibus privés, ça fonctionne. Et ça, c'est l'État qui a vu qu'il ne pouvait pas répondre à ce besoin de transport. Et donc ça, pendant très longtemps, à Alger, si vous vous rappelez, c'était le transport des minibus privés. Maintenant, ça se structure un peu plus au centre, mais sur les périphéries, sur certaines lignes, c'est toujours le cas. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien parce qu'on répond à quelque chose qui était informel, mais on répond à un besoin réel. Donc les pistes cyclables et tout ça, c'est des visions séduisantes, mais est-ce qu'elles sont réalistes pour nos villes ? Bon, on peine déjà à répondre aux besoins de transport quotidien, les embouteillages et tout ce qui s'ensuit. Ça va venir, mais bon, il faut des priorités et du temps. Puis il y a aujourd'hui des applications, ISL, etc., qui aident. Donc je suis en train de reprendre un peu ces aspects-là, donc encourager la participation citoyenne, j'en avais parlé au début. C'est plus peut-être un langage de bois déconnecté de la réalité. C'est des concepts aussi qu'on importe, tout ça, tout ce qu'on... C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été faites ailleurs. Moi, j'ai eu l'occasion en fait, de travailler sur ce type d'urbanisme participatif. J'ai vu ce qui se passait en Amérique latine, même en Europe. Il y avait une politique de la ville, des choses. On essaye toujours de voir ce qui se passe ailleurs, mais je pense que notre société est très très spécifique.
Impliquer les habitants dans des projets, bien qu'idéalistes, se heurtent à une méfiance généralisée envers les institutions. Et quand il n'y a pas en plus de dispositifs pour le faire, bon, pour le moment, on ne sent pas le besoin de créer ces dispositifs. Ils existent peut-être sur le papier. La société civile étant ce qu'elle est, donc l'organisation n'est pas facile à mettre en place, parce que très peu de monde s'implique dans ces histoires-là. Donc on est habitué à l'inaction des autorités. Donc les gens ne prennent pas par consultation, très très rare. Moi, la dernière fois que j'ai vu les citoyens s'impliquer, c'était à l'époque à la naissance des paraboles. Là on se réunissait pour mettre les paraboles. Mais depuis, je ne sais pas, corrigez-moi, mais il n'y a pas eu de suite. Maintenant, on n'a plus besoin de paraboles. Voilà. Alors, je passe. On va essayer de réfléchir avec ça. C'est le contexte. Hein. C'est pas un tableau noir, hein. C'est la réalité. Quel levier prioriser pour faire de ces cités des lieux d'inclusion et de dynamisme urbain? Réparer les blessures urbaines et sociales sur le long terme. Parce que ça commence à faire quand même une vingtaine d'années, même plus, qu'on construit en masse. Bon, ça a commencé dans les années 70. Exact. Oui, non, je suis d'accord. Mais en fait, c'était la première vague. Non, c'était la première vague. La deuxième vague, c'est à partir des années 2006, 2007, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans. Mais la deuxième phase, elle fait beaucoup plus mal parce qu'on a construit beaucoup plus. Oui. Voilà, donc autrement, on a changé les typologies. Maintenant, les typologies des années 70, on en redemande. Je veux dire, c'est devenu un luxe. Ouais. C'est vrai, voilà. Voilà. La malvie, Karaht, au Chendir. Normal. Ben, je prends le bateau et je vais ailleurs, si j'ai pas de visa. Donc, parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait, c'est les jeunes qui partent comme ça, ils n'ont besoin de rien, en fait. Ils sont bien, parfois ils ont même des commerces, ils travaillent, ils gagnent leur vie, mais le cadre de vie n'y est pas. Donc l'urbanisme est médiocre, crée des fractures profondes, de l'isolement, perte d'identité, la fuite des jeunes. Donc une reconstruction progressive inscrite dans le temps. C'est qu'on peut pas changer cet état de fait rapidement parce que c'est pas. Il faut commencer à lancer des programmes pilotes ou des programmes sur le long terme. Moi, j'y crois beaucoup. Refonder une identité locale, repenser les espaces à échelle humaine, éduquer à l'urbanité, créer des écosystèmes économiques locaux, instaurer de la vraie économie. Instaurer une gouvernance locale participative, adopter une vision intergénérationnelle. Ça se fait sur 15, 20, 30 ans. Il faut intégrer des processus et prendre ses responsabilités, s'engager et puis avoir de l'ambition. Là, j'ai fini la partie sombre, si vous voulez. On va essayer de rêver ensemble. Et puis après, on en discute. Franchement, c'est bon, c'est pas mal, c'est construit, c'est là, doit être à l'ADN. Donc, je commence par déjà une petite remarque, après vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous gêne ici, dans ces photos-là, dans cette photo? Ou bien celle-là? Ou bien celle-là? Qu'est-ce qui vous interpelle? Regardez bien. C'est des logements, il y a des familles qui vivent là, mais ça fait partie du paysage urbain. C'est peu paysager, oui. Ah, yeah. Ça me rappelle une petite phrase, le tassement des tomates, c'est comme le tassement. Ouais.
Jaoud parlait de cité numérique, maintenant c'est ADL 1, ADL 3, Ouais, LPP c'est ça. 1, LPP 3, etc. etc. Anna, vous savez, alors je vous donne une petite remarque. Anaya, moi, ça c'est Sidi Abdallah par exemple. Alors Sidi Abdallah, il y a des quartiers, plusieurs opérations, 5 000, 10 000, 20 000, etc. Et chaque cité, au fait, aujourd'hui, on la reconnaît, on s'identifie à la couleur. Voilà. Ça gêne. Le premier coup d'œil, c'est la couleur. C'est la couleur. Bravo. Bravo. Mais ils ont cru bien faire en mettant des couleurs. Alors, La vie en Oui, ça couleur. fait repère. Non, ça fait la vie en vieux. couleur. Alors eux qui veulent... On vous a tassé, mais regardez, on a mis de la couleur dans Ouais, vos vies. ouais. Voilà. Ils ont été à la lumière. Voilà. Alors voilà, donc c'est ça. Et ben moi je trouve ça carcéral. Franchement, je trouve cette ambiance carcérale. Comme les rouges melhés, les bleus melhés, les verts melhés. Est-ce que tu connais l'histoire? Comment c'est venu ces couleurs? Je sais pas. C'est pas Non, fait des noms. remarqué au départ, donc ils avaient commencé à construire. Après, ça gênait. Tout le monde disait c'est lugubre. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Comment on va faire? Ça y est, c'est déjà construit. On va Allez, faire un mettez petit un peu de maquillage. couleur, un petit maquillage, voilà. Des repères aussi. C'est ça. Parce que Ah, si mais on c'est- reprend, il faut reprendre le passif aussi. Hein. Attends, c'est multidimensionnel. Le début. Quand on regarde par exemple cette image, c'est le résultat d'un système constructif qui est le tablé-branche. Donc c'est l'absence d'architecture. L'absence d'éléments architecturaux, la base, le front, la limitation des bâtiments. On se retrouve avec des bâtiments qui se ressemblent tous. Il n'y a rien, il n'y a aucune richesse, ni visuelle, ni esthétique. Pourquoi? Parce que c'est le résultat d'un système constructif. Mais franchement, si je dois choisir un bâtiment avec une multitude de couleurs, ils sont un peu maquillés, qu'un bâtiment qui est non maquillé. Il faut se souvenir aussi des bâtiments qui existent à Bergela, de couleur beige un petit peu partout, monotone. C'est la même couleur du sol. Il y a Fella qui a dit dans un de ses sketchs, où c'est la continuité de quelque chose d'une manière verticale. Attention, la couleur, c'est vrai, on maquille. On maquille mal, on ne sait pas maquiller, mais la véritable maladie de ce projet-là, c'est l'absence d'architecture, c'est que ça n'a pas été pensé, ni sur le plan formel, c'est le résultat d'un système constructif. Ouais. Donc Alors, on a une grande part de responsabilité en tant qu'architecte. Les pouvoirs publics, les architectes ont une grande responsabilité là-dessus. alors je te rassure, dans le monde entier, l'architecture, les projets d'architecture n'ont de prise pratiquement sur 10%, ou là, peut-être moins, des projets qui se construisent à travers le monde. Donc faire de la belle architecture, quand on a le souci de l'urgence, quand on a le souci de faire habiter le nombre, etc., c'est très important, c'est très compliqué. Par contre, comme tu dis, Juste, Ouais. c'est pas en termes de beauté. Le rôle de l'architecture, c'est pas de faire quelque chose de beau, mais de faire quelque chose de cohérent, d'équilibré, de machin, de penser à beaucoup de facteurs qui permettent à l'homme d'avoir un certain confort sensationnel, Alors, esthétique ou machin. C'est pas une beauté. regarde le centre d'Alger ou le centre de Annaba. On a une seule couleur, le blanc, avec le garde-corps en noir et les persiennes en gris. Mais c'est dans un tout. Oui, c'est dans un tout. Ah, dès que ça. Donc c'est exactement ça. Là, c'est dans C'est-à-dire que là j'ai pas trouvé, je cherchais une image de tout un pan paysage Il y a la cité de la des cité. Anasser, par exemple, sur le promontoire des Anasser, elle est toute blanche, qui a été construite en 1970. Copémad. Non, Ouais. Sorecal. Sorecal. La première. Ouais. Il y a, non, 2000 logements. 2000 logements, parce que ça a été construit en deux parties. Et la forme, les différents gabarits, il y a des, Ouais. il y a des bâtiments R+3, Tout à fait. des tours, des bâtiments linéaires avec coursives. Il y a une richesse Exact. formelle, machin, mais on ne peut jamais dire qu'aux Anasser, moi c'est mon quartier d'enfance, qu'il n'y a pas de qualité de vie. C'est vrai que la vie, elle était modeste, mais il y avait quand même une qualité. Et le fait d'être dans un tissu, d'appartenir aussi à la ville, Ouais. on était coubéens, on appartient à... Il n'y a pas de couleur. Non, C'est du blanc. pas uniquement la couleur, mais il faut qu'elle... Ouais, je suis d'accord. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on met c'est ce qu'ils appellent les pôles urbains. Eux, ils ont inventé un terme, c'est les pôles urbains qui existent dans nulle part. Ils structurent des champs comme celui d'un... Ouais, tout à fait. Mais bon, on est d'accord qu'ils sont construits maintenant. Ah oui. Là, Moi, ça ne me dérange pas, en fait.
ça peut-être. Parce qu'il me dérange, c'est que quand tu es là, peut-être tu ne vas pas te sentir. C'est pas dû au bâtiment lui-même. Peut-être dû Bien sûr. Non, ça dérange. Ça, c'est au chantier. Ah, ça dérange. Non, c'est pas chiant. Enfin, non, c'est fini. L'arrière, c'est un chantier, mais les premiers bâtiments. Ce qui me dérange, c'est que l'autre photo, on peut s'imaginer un abat, comme on peut s'imaginer un gilet, Ouais. comme on peut s'imaginer un bougie. Il Il n'y a pas une identité. Il n'y a pas d'identité. C'est très difficile à vivre, ça. Donc, il faut savoir la compatibilité entre la qualité architecturale et la vision politique. Donc, le ministère, il vise 2 millions de logements. Ouais. Est-ce qu'il va s'amuser à lancer des concours pour chaque cité ou il a lancé des... Maintenant, il vise des R+30, Ouais. R+35. Ouais. Donc, tu vas avoir la même chose, la même couleur, en plus haut. Peut-être pas la même couleur, ils vont changer les couleurs. Mais Ils vont faire. Il faut des équilibristes pour. Il fallait l'inventer. Franchement, hein, Il fallait l'inventer. et ça coûte cher de faire des trucs comme ça. Vous imaginez un peu les traits, les machins, il faut respecter en projection, c'est pas évident. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des solutions en fait. Soit on met tout en blanc et on plante des arbres, voilà. On compense par la nature, ce qui a été très bien fait dans les cités des années 70. Où il y a beaucoup de plantations et tout ça, qui atténue un peu la monotonie, tout ça, et on a des espaces ombragés, tout ça. Soit, il faut inventer. Alors, je vais vous montrer un projet que vous connaissez sûrement, que je trouve très original. C'est en Ukraine. C'est en Ukraine, à Kiev. Non, je crois que il n'a pas été bombardé. Il est tellement joyeux que... Et j'ai trouvé très intéressant, il a été publié dans toutes les revues internationales. Oui. C'est comme l'autre. Non. Ah bon, tu compares ça à ça. Il y a un boulevard, il y a Ouais. des îlots. Mais on ne peut pas apprécier, franchement, on ne peut pas apprécier une ville à vol d'oiseau. L'habitant, c'est quelqu'un qui marche. Non, j'avais Il des... y a une abstraction, il y a une abstraction d'abord du lieu, mais ce que je vais dire, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas d'habitants. C'est qu'on n'a jamais composé avec les habitants. Ouais. Les bâtiments Knep, il y a eu une réflexion parce qu'il y avait des sociologues, des géographes, des urbanistes. Exact. C'était le moment où on pouvait discuter d'architecture, mais pas dans l'urgence, parce qu'il fallait planifier. Et en convoquant les gens qui vont habiter. Là, il y a une abstraction, c'est-à-dire le pouvoir qui vous promet le bonheur. Moi, je me fiche complètement de lui. Le bonheur, c'est moi qui le conçois. Moi, je demande juste à ce qu'on sécurise pour que moi, en tant que citoyen, j'ai le droit de citer à toutes les heures de la journée et à tous les jours de l'année. Le bonheur, je le construis moi. C'est-à-dire, on incrimine les gens quand tu dis, par exemple, l'informel. Moi, je trouve ces épaisseurs dans le bâtiment, c'est une action sociologique qu'il faut prendre en considération. En fait, le devant du bâtiment, peut-être, dans la conception, c'est quelque chose qu'il faut ajouter au bâtiment. On peut Parce y que arriver. le bâtiment lui-même, quand tu parlais du socle, le socle, c'est pas juste une espèce d'alignement vertical. Il y a quelque chose qui s'étire. Ouais. Ça Alors, s'appelle les épaisseurs. tout à fait. La différence, regarde, Là, les c'est voitures moche. sont différentes. Les bâtiments, ils ont une limite verticale. Nous, les nôtres, on a l'impression de prendre un sabre et on tranche tous les de bâtiments qu'on fait. Ils peuvent être à R+7 comme à R+2000. Ouais. Et là, au moins, il y a... Ouais. Attention, là je ne vais pas te donner de détails, mais c'est vrai que même au niveau de l'espace public, essayer de voir un peu l'organisation. Il n'y a que des voitures. Mais il y a les espaces intérieurs sont bien sauvegardés. Enfin, c'est un projet. C'était by the way que je vais montrer ça. Mais bon. Alors, on a travaillé, on a essayé d'expérimenter avec des jeunes architectes. Là, c'est Ali Menjili à Constantine. Qu'on a pris un petit îlot, vous voyez, tout ce qui est de banal, c'est les mêmes îlots qu'on retrouve un peu partout, en R+5. Alors il y avait une voie commerciale ici, et puis un espace qui devait être un espace public, communautaire, une école par-ci, voilà.
La cité a été plus ou moins bien réalisée, mais bon, vous voyez un peu les espaces, hein, ils finissent toujours un peu à être, en tout cas non appropriés. Et puis vous avez des espaces qui sont là, qui demandent à être valorisés, bien entendu, quand les espaces ne sont pas, comme vous voyez ici, pris par les habitants. Alors, l'histoire de l'épaisseur, quand vous mettez des appartements au rez-de-chaussée, c'est clair que vous avez un problème d'intimité. Et la première chose que vous faites, donc vous mettez le mur, vous laissez 1 mètre, 2 mètres, et vous mettez le mur pour cacher un peu votre appartement et vous vous en occupez. Je trouve que c'est ça en fait la résilience, hein. Ça fait partie. Et donc c'est bien sûr que ça a été mal conçu, qu'on aurait dû leur donner d'emblée cet espace, ou bien le planifier à l'avance. Cette prescription, particulièrement celle-là, Oui. elle existe dans le cahier des charges qui est en train de se distribuer. Actuellement. Et ça existe depuis une quinzaine d'années. Et aucun architecte, moi j'ai vu, aucun architecte n'a dessiné un bloc, j'utilise les mots qu'on utilise, Ouais. un bloc avec des espaces qui l'annexent au... Mais l'architecte, il Et répond pourtant, une il était commande. clair dans le cahier de charge. L'architecte, il répond une commande d'un maître d'ouvrage qui voulait me dire les Non, espaces. parce que le cahier des charges, C'est pas il lui dit. qui décidait. Le cahier des charges, il le dit clairement. Et ça, c'est un autre problème, le cahier des charges. Le cahier de charges commun à toutes les opérations de logement tanné, c'est un problème. À un certain moment, ce cahier de charges, on le téléchargeait sur la plateforme du ministère. Ça, c'est ça. Ouais, donc c'était commun à tout le monde. Voilà. Mais ce point-là, il était pris en charge. Alors, on a fait une réflexion sur cette cité et on s'est dit qu'il fallait peut-être réfléchir à comment rendre ce quartier un peu plus vivant, un peu plus jovial. Alors, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut à un certain moment mettre un dispositif en place, lancer des projets pilotes, donner à réfléchir aux autorités, les architectes devraient aussi s'y mettre, à réfléchir, à organiser peut-être des concours d'idées, pourquoi pas. Hier, j'en ai parlé au président de l'ordre. Bon, pourquoi c'est le ministère qui s'occupe de créer une nouvelle typologie? Normalement, c'est les architectes qui devraient réfléchir sur une nouvelle typologie. Si nouvelle typologie il y a, ou avec S, je veux dire, il faut lancer des concours à la limite entre nous, sponsorisés par quelqu'un, et puis on fait un concours doté, voilà, on veut réfléchir l'ADL 4 ou 5, ou je ne sais pas. Par exemple, peut-être qu'on trouvera de nouvelles approches plus intéressantes. Bon, donc là-dessus, c'est une réflexion. On s'est dit qu'il fallait d'abord, parce que c'est une utopie, hein, l'urbanisme participatif, si c'est pas bien encadré, je sais ce que je dis, si c'est pas très bien encadré, ça ne fonctionnera jamais. Ça restera toujours la pyramide et l'échelle de décision, enfin la décision qui vient toujours d'en haut. Et pour pouvoir avancer sur ça, l'architecte, l'urbaniste, je pense qu'ils ont un rôle important à jouer. C'est d'abord de faire rêver, parce qu'on ne rêve plus. Je l'ai dit l'année passée concernant les quartiers en mutation, avec les mêmes problématiques, et je le répète aujourd'hui, c'est qu'on a du mal encore à se projeter, à rêver d'un avenir meilleur, à se donner des objectifs communs, des projets communs sur lesquels on peut travailler. Donc, à mon avis, il y a une étape très importante, c'est d'abord se mobiliser peut-être, et avant toute chose, réfléchir et trouver des solutions et aller les présenter. Là, en l'occurrence, c'est une cité. J'ai discuté avec l'université de Constantine, que Faliel connaît très bien. Il y a une équipe vraiment dynamique. C'est à Limenjli, comme c'est à côté. Prenez le sujet et allez-y. Pourquoi pas? Puisque c'est dans le cadre des études, ils peuvent lancer des opérations de ce type, donc réfléchir et proposer la réflexion. Là, en l'occurrence, on s'est dit que, d'abord, cette histoire d'identité,
tous les bâtiments se ressemblent. Personnellement, ça ne me dérange pas que les bâtiments se ressemblent. C'est la substance qui est importante. Et comment prendre en charge la substance qui est à l'intérieur, des habitants. C'est eux qui créent leur identité, au fait. C'est eux qui doivent le faire. Ils ne savent pas le faire, il faut les accompagner. Il faut des professionnels. Donc on s'est dit que peut-être dans cette opération-là, il y a 400 logements, il fallait peut-être réfléchir à un centre de quartier, Makash. Il n'y a pas de lieu dédié. Donc on a vu la topographie. Derrière, ici en contrebas, vous avez l'autoroute, donc c'est un promontoire aussi, en fait. Et il y a des logements au rez-de-chaussée. Alors, les logements au rez-de-chaussée, le problème qui s'est posé, c'est que de part et d'autre, ils prennent la bande de terrain de 2 mètres, 2 mètres 50, elle est tout de suite prise, c'est tout à fait normal. À la limite, si on arrive à dessiner tout ça, ça peut donner quelque chose d'intéressant, avec des clôtures ou des choses qui sont réfléchies avec l'architecture du bâtiment, ou bien on essaie d'intégrer tout ça. Donc un centre de quartier, il fallait réfléchir comment le faire. Bon, ici, vous avez un espace qui était prévu pour être un espace public qui a fini par devenir un parking, en fait. Et donc, comme il y a cette largeur, on s'est dit que peut-être il fallait, à ce niveau-là, qu'on pouvait développer quelque chose. Vous avez l'axe commercial, les fameuses bandes commerciales, tu as 3 mètres, hein, tu as le coffrage tunnel. Donc, c'est des magasins qui font 3 mètres sur 3. Et donc, du coup, on ne peut pas y échapper. Donc, tout le monde sort la marchandise à l'extérieur. Donc, on bouffe le trottoir et on met la marchandise, ou bien on met, si c'est un café, on met des tables. Donc, on s'approprie encore le trottoir. Ben, allez, bon, ça, c'est comme ça. Donc, il n'y a même pas possibilité d'étendre, d'extension, puisque c'est des murs porteurs, on ne peut pas toucher. Malish. Disons que c'est l'axe commercial. L'axe commercial, donc, pour bloquer, enfin, pour faire une certaine régulation des domaines. Là, on revient un peu au principe des médinas, voilà, comment on passe de l'espace public, hein, pour tout le monde, vers l'espace privé, semi-privé, privé, communautaire. Cette gradation, cette régulation des domaines, elle n'existe pas dans ce genre de cité, donc on va essayer d'appliquer ça ici. Donc vous avez la première interface, c'est l'entrée du quartier. L'entrée du quartier, tout se fait de façon informelle, vous allez voir. Et comment on peut répondre à cette informalité? Donc l'idée, c'est, bien sûr, c'est le marché côtier, c'est le marché ambulant, le marchand ambulant qui vient étaler sa marchandise n'importe comment. Bah, on lui crée juste l'espace, une halle. Hein. Ils sont là de toute façon le matin à 1h, tout le monde plie bagage. Ça peut devenir un espace intéressant, mais un point d'eau pour nettoyer. Et puis la halle peut servir pour plein de choses, l'après-midi. Mais ça reste un espace tampon. Donc c'est à ce niveau-là, un petit espace commercial. Et puis, dès qu'on avance, vous avez bien sûr les accès des îlots. Et là, c'était intelligent parce que, bon, aujourd'hui, c'est occupé par des voitures. Mais disons qu'au moins, on a ce cœur d'îlot qui peut devenir un espace communautaire. Et les accès, les traiter d'une certaine manière pour justement exercer le contrôle, pas le contrôle policier, mais le contrôle social, si vous voulez. Les jeunes qui peuvent trouver sur les pignons, hein, ils ne dérangent personne, ils peuvent s'asseoir pour... c'est que même, vous pouvez raisonner aussi par tranche d'âge, Et puis, derrière, le réflexe de la plupart des architectes que je vois, quand cafétéria, ou un restaurant, ou un truc, c'est un mode de consommation, ou un commerce. C'est faux, en fait. Quand vous rentrez dans un quartier, si vous mettez du commerce, vous tuez l'intimité du quartier. Il n'y a pas plus gênant que de sortir de sa maison et passer par le quartier où une gaoulette hamakadine. Bon, pour un homme, mais pour une femme, voilà. Il y a des gens qui s'assoient juste pour scanner tout le monde. Les gens qui rentrent et qui sortent.
Donc, on s'est dit que peut-être il fallait trouver autre chose. Donc là, il y a un espace qui est prévu au centre, mais creuser et créer pour ne pas déranger les rez-de-chaussée habités, carrément décaisser et mettre sur 3 mètres et mettre des espaces communautaires, un local scout, une bibliothèque pour les devoirs, un espace de réunion, mais des choses vraiment que les gens peuvent s'approprier. Pas de la gestion. Hein. Et plus loin, on a vu qu'il y avait un promontoire. Ça, c'est les activités éventuellement bruyantes, les fêtes, les matchs, on peut faire plein de choses. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé de travailler un peu le cœur de quartier. C'est-à-dire qu'il y a moyen, avec le temps, mettre mouche budget, imaginez qu'un projet comme ça, il se fait sur 30 ans. Allez, 15, 20, 30, 40 ans, mais c'est des petites actions, hein, c'est des petites actions qui vont s'enchaîner. On s'est dit, après, bien sûr, il faut l'îlot central, il faut qu'il soit aménagé convenablement pour répondre aux besoins des habitants du quartier. Et puis travailler sur l'accessibilité aux bâtiments. On peut différencier les accès, juste pour vous donner une identité au bâtiment, la cage d'escalier, travailler aussi après les paliers, hein, pourquoi pas. Je sais pas, il y a plusieurs façons. Aujourd'hui, parfois quand ils font des logements aujourd'hui, les paliers sont quand même assez grands. Et sur cette typologie en particulier, qui existe, on a eu les plans et tout, hein, sur cette typologie, on a vu qu'il y avait même possibilité de faire un balcon pour l'espace communautaire, enfin, pour le palier de repos. On pouvait sortir par des petits éléments techniques. Et donc on pouvait aussi améliorer cette vie communautaire, parce qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, première chose, c'est quand elle récupère un logement, c'est mettre la porte métallique, ou le barondage. Ça, c'est on ne veut même pas voir le voisin, on le voit de temps en temps par hasard. Et on s'est dit qu'il y avait des millions de mètres carrés qui étaient vides, qui n'étaient pas utilisés, c'est les terrasses. Avant, toutes les terrasses étaient accessibles. Aujourd'hui, toutes les terrasses sont inaccessibles. Donc, encore une fois, voilà, on a des espaces qui ne servent à rien, alors qu'on aurait pu rajouter 2 volets d'escalier et mettre une bonne étanchéité, récupérer l'espace des terrasses. Aujourd'hui, c'est à la mode dans des pays européens, les rooftops, les machins, donc ça devient des espaces de vie. On a vu aussi, moi personnellement, pendant le Covid, j'ai vécu dans ma terrasse, j'avais une petite terrasse, donc j'en ai profité à fond. Et dans un F3, 67 mètres carrés, c'est quand même, quand vous êtes confiné, c'est pas, et vous avez 3 ou 4 enfants, c'est toujours compliqué. Donc tout ça toutes ces idées mises l'une après l'autre, on obtient pas mal d'activités, pas mal de vie, des promenades possibles, hein, sur les toits des bâtiments, on peut se détendre, on peut penser au PMR, à l'accessibilité, on fait du jardinage, on se voit entre nous, on discute, on peut gérer ensemble nos déchets, et là on peut parler peut-être de bicyclette, de pistes cyclables, après on peut faire plein de choses, et on fait peut-être renaître aussi une économie locale, parce que c'est une condition. C'est-à-dire que tout ça, en fait, c'est un projet économique. C'est quand vous mettez oui. Tu es revenu, je ne suis pas architecte, mais merci, parce que tu es revenu à la mission de l'architecte sur le développement sociétal. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tu sors de la conception, de l'esthétique, des couleurs, tu es revenu à la société. Comment l'architecte contribue grandement au développement, justement, sociétal de la société, pour nous éviter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ouais. Dans quelques années, si ça continue, ça va pire. Ouais. Merci. Donc ça c'est un projet économique. On a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas, qui sont femmes au foyer et qui aimeraient bien aider leur mari, ne serait-ce que par faire des gâteaux,
reprendre la couture, je sais pas, faire des choses comme ça, des services. Les terrasses, ben, exactement. C'est des jardins potagers ou là? Ça se faisait avant dans la On peut, en fait, après, c'est l'imagination de l'architecte et voilà. Il suffit de discuter avec les gens, peut-être. Alors, cette démarche, c'est vrai qu'on a été sur place, on a pris les photos, on a essayé de discuter, s'il y avait des associations, tout ça, pour voir est-ce qu'il y a possibilité d'entamer quelque chose. Il y a des possibilités d'entamer des choses. Parce que dans chaque cité, vous trouverez un architecte, un ingénieur, des gens instruits, des universitaires, etc. Et des gens qui ont fait l'université, bah, ils sont open mind, c'est-à-dire il suffit juste d'un petit, voilà, que ça matche et puis après on peut parler de technologie. Hein. Donc bon, quelques petites images comme ça qu'on a fait avec en creusant, tu peux tomber sur les réseaux d'assainissement Kurdistan. Allez, je les dévie. Non, mais ça c'est... comme c'est un promontoire, ça peut se régler sans problème. C'est-à-dire qu'on peut évacuer. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. C'est très très faisable. On ne va pas creuser 20 mètres. On va creuser 3 mètres, pas plus, 3 mètres 50. Voilà, en gradin, tu vas voir un peu ce que ça donne. Ça c'est la halle. En haut à droite, vous avez la halle pour les marchés ambulants. Le petit espace un peu en décaissé avec des espaces communautaires qui ne dérangent plus personne puisque les rez-de-chaussée ne sont plus là. Ça c'est au fond, c'est le promontoire où on peut organiser. Là on peut organiser éventuellement une buvette parce que c'est un espace qui est un peu isolé et puis qui peut servir à pas mal d'activités sportives où on peut même voir des matchs sur les gradins. Bah après l'espace intérieur, alors il y en a trop ici, hein, c'est la jeunesse, mais on peut faire des aménagements modulables et on peut faire programmer plusieurs types d'activités au niveau d'espace cœur d'îlot. Bon, il ne faut pas trop en faire, je pense, mais c'est déjà ça. On peut, je sais pas, il y a plein d'activités qui peuvent être organisées. Ça, c'est en fonction des habitants et qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants et pour leur famille. Après, les terrasses, imaginez, bon, c'est des îlots. Et puis, mis l'un à côté de l'autre, vous pouvez avoir carrément des parcours en terrasse. Soyons fous, on peut même relier des bâtiments entre eux. Voilà le mouchki. On ne sait pas ce qui va se passer dans 20-30 ans. Hein. Et après, bien sûr, essayer de faire des programmations, un jardin potager, des choses comme ça, des espaces de rencontre. Bon, la terrasse, c'est normalement, dans notre société, c'est l'espace exclusif pour les femmes. Bon, on est en 2025 quand même. Les hommes, il y a quand même une partie isolée. Ils peuvent se rencontrer, jouer à la belote ou à la gouache, au domino. Mais disons qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques pour gérer tout ça et vous allez voir, ça ce que ça donne un peu comme espace. Après, on peut utiliser de l'énergie renouvelable, des panneaux photovoltaïques, des pergolas couvertes. On peut même, un coin barbecue, une salle polyvalente, enfin on peut tout faire. On peut même injecter, comme j'ai dit tout à l'heure, des activités économiques rentables. Bon, voilà ce que ça donne un peu. Après, chaque bâtiment peut bien sûr isoler. Vous mettez des portes au niveau des bâtiments parce que, voilà, on ne peut pas s'entendre avec les... Donc on peut fermer et puis on garde juste notre terrasse. C'est très flexible, en fait. C'est en fonction. Et moi, je suis certain que si ces habitants commencent à faire des projets qui réussissent et qui avancent petit pas par petit pas comme ça, je suis certain qu'à un certain moment, ça y est, ça va devenir automatique. Donc c'est ça ce que je dis, faire rêver, en fait. Là, je suis en train de vous faire rêver. Ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Alors, chauffe. Par exemple, à Cli, Oui. de par notre tradition, chaque année, nous égorgeons des moutons. Oui.
oui, si on avait déjà comme ça à l'intérieur des cités des espaces dédiés, même où il ça peut être demain même un ramassage de tanneries, de pots pour les tanneries. Ouais, ça c'est prévu, enfin, le projet, hein, donc on n'a pas montré tous les détails. Mais c'est vrai que c'est possible, bien sûr que c'est possible. On peut réfléchir à tout. Au fait, ce projet, alors, là, toute la réflexion, c'est-à-dire que du début à la fin, c'est 15 jours de travail pour une petite cité de 400 logements. Et on l'a fait en intensif, bien sûr. La charrette d'or. Bon, et on a eu une dizaine de réponses, toutes différentes. Et c'était des jeunes, en plus, c'est des jeunes qui habitent un peu ce genre de quartier aussi. Et donc, ils se sont très vite projetés sur ce type de vie communautaire. Voilà. Ils sont tous dans les 67 mètres carrés. Bon, maintenant, ça devient de plus en plus vrai. Et imaginez que vous donnez un peu toutes ces possibilités, ça devient un projet de vie. Alors, très bonne réflexion, parce que j'ai eu des gens du ministère de l'Habitat qui sont venus, qui ont vu un peu le travail. Ah, c'est magnifique, ils ont apprécié, je trouve. Enfin, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. On le fait. Là, non. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, on est prêt à financer un projet pilote comme ça. Mais eux, ils veulent un résultat en une année. Donc ça prend 20 ans, ça prend 30 ans. Oui, vous pouvez le faire si vous mettez en place un programme sur 10, 15, 20 ans. Mais un programme que vous allez financer. Ou bien on trouvera des sources de financement. Et il faut d'abord des projets pilotes, plusieurs. À chaque fois, je milite pour qu'il y ait des projets pilotes. Ils vont lancer 1 400 000 logements. 2 millions de logements. Attends, 2 millions de logements, si on prend 1%, et on le divise sur les 58 wilayas, et on lance des réflexions de ce type, ça c'est de la réhabilitation à la limite, mais bon, ça c'est... Les projets neufs, c'est autre chose. Mais même sur les projets neufs, on peut lancer des réflexions comme ça pour donner la chance à ces espaces qui soit vont exister, soit existent déjà, de leur donner une chance de se développer. Donc voilà, donc c'est un peu la réflexion que je voulais partager. Après, j'ai eu beaucoup de questions. J'ai eu des gens qui ont dit c'est impossible. Voilà, c'est ingérable. Les terrasses accessibles, pour beaucoup, c'est ingérable. J'ai même eu des directeurs d'OPGI qui ont dit non, c'est niette. Aujourd'hui, nous avons la technologie qu'il faut. Les jeunes sont très, très agiles. On peut tout organiser avec son smartphone. On peut s'échanger et se concentrer un ensemble de services sur des applications de ce genre. Ça peut être... il faut bien sûr des responsables de quartier, il faut bien sûr que les gens se parlent. Pour la maintenance, pour tout ce qui est abonnement, tout ce qui est aménagement, tout ce qui est achat, des choses comme ça. Voilà, donc gestion aussi des jardins potagers. La gestion des terrasses. Vous avez votre puce. Si vous n'êtes pas habitant, vous n'accédez pas. Bon, il y a moyen, il y a beaucoup. Enfin, on peut donner qu'aux femmes. C'est trop fort, hein, ça coûte pas cher du tout. Ouais. C'est pas n'importe qui accède, c'est logique, c'est normal. C'est un espace presque privé, je veux dire. Bon, l'espace privé, c'est la chambre où on va dormir. Mais tu vas faire une extension de la case d'escalier pour rendre le truc... Très possible, avec M. Moumaziz, il va vous le dire. C'est quoi 2 volets d'escalier sur des coffrages tunnels tout en béton. Même les surcharges d'exploitation, c'est rien du tout. C'est très léger, des choses comme ça. Voilà, j'ai fini. Donc, encore une fois...